Ma femme a dit à sa mère, il n'atteindra jamais ce que j'ai accompli. Une semaine plus tard, son avocat m'a appelé d'une voix tremblante. L'appartement, la voiture, l'entreprise, rien n'est à son nom. Elle était stupéfaite et a finalement compris ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. L'avocat de ma femme m'a appelé un mardi matin. Sa voix tremblait. Un homme qui facturait 500 $ l'heure, avec une voix tremblante, comme quelqu'un qui vient de découvrir ce qu'il n'aurait pas dû découvrir. Et la première chose qu'il a dite, sans salutation, sans y aller par 4 chemins, fut ceci: Miguel, l'appartement, la voiture, les parts de la société. Rien n'est à son nom. Silence. Miguel, vous m'écoutez? Oui, lui ai-je dit. Je vous entends parfaitement. Ce que Raphaël ne savait pas à ce moment-là, c'est que j'attendais cet appel. Pas avec anxiété, pas avec des pensées de vengeance. Je l'attendais avec la même sérénité avec laquelle on attend l'aube après une très longue nuit. Parce que je savais que ce moment arriverait. Je le savais depuis cette nuit où ma femme avait dit à sa mère, d'une voix basse mais parfaitement audible, que je n'arriverais jamais là où elle en était. Et j'étais assis à moins de 4 mètres, tenant un verre de vin que personne ne m'avait offert, que je m'étais servi moi-même dans l'appartement qui était à mon nom, écoutant les 2 femmes décider en chuchotant de quelle était ma place dans le monde. Ce qu'aucune des 2 ne savait, c'était quelle était vraiment cette place. Quand Raphaël a fini de me parler ce mardi, quand il m'a expliqué d'une voix tremblante qu'il avait examiné chaque document, chaque acte, chaque registre légal, et qu'absolument rien de ce que Carolina pensait être à elle n'était à son nom, je lui ai posé une seule question. Lui avez-vous déjà dit? Il y a eu une longue pause. Oui, a-t-il répondu. Je viens de raccrocher avec elle. J'ai imaginé son visage à ce moment-là. J'ai imaginé Carolina tenant le téléphone, paralysée, essayant de traiter quelque chose que son esprit refusait d'accepter. Parce que Carolina était une femme qui savait toujours exactement où elle se trouvait. Une femme qui n'a jamais douté de sa position. Qui n'a jamais douté de son niveau. Qui, pendant 11 ans, m'a regardé comme si j'étais un homme à qui la vie avait donné moins que ce qu'il méritait, et qu'elle avait eu la générosité de rester avec lui quand même. C'était toujours le récit. Le sien, celui de sa mère, celui du petit cercle de personnes qui, le week-end, remplissaient notre salon et buvaient le vin que je payais, sans savoir qui le payait. Mais pour que vous compreniez comment nous en sommes arrivés à cet appel, je dois vous ramener 11 ans en arrière. Parce que cette histoire ne commence pas avec des documents légaux ou un avocat tremblant. Elle commence par un dîner, par une phrase dite à voix basse, et par une décision que j'ai prise en silence ce même soir, pendant que je finissais mon verre et que personne à cette table ne faisait attention à moi. Une décision que Carolina n'a jamais remarquée, parce que pour remarquer quelque chose, il faut d'abord regarder. Et elle avait cessé de me regarder depuis longtemps. J'ai rencontré Carolina il y a 14 ans. Elle était consultante commerciale dans une agence immobilière. Elle entrait dans une pièce avec cette énergie qui fait tourner les têtes sans savoir exactement pourquoi. Confiante, précise, avec une façon de parler qui rendait clair, dès le premier instant, qu'elle savait ce qu'elle voulait. Je trouvais cela admirable, sincèrement admirable. Et pendant les premières années, ça l'était. Nous nous sommes mariés 3 ans après notre rencontre. Et au début, les choses fonctionnaient, ou du moins je le pensais. Parce qu'avec le temps, j'ai compris que ce que j'appelais fonctionner était en réalité une dynamique où je soutenais et où elle brillait, où je construisais en silence et où elle se mettait en valeur en public, où je cédais et où elle concluait sans jamais me demander ce que je pensais. Parce que mon opinion ne faisait pas partie de l'équation. Cela ne me dérangeait pas au début. Je suis un homme qui n'a pas besoin d'applaudissements pour savoir qui il est. J'ai construit ce que j'ai construit sans que personne ne me voie le faire. Et cela ne m'a jamais empêché de dormir. Mais il y a une énorme différence entre ne pas avoir besoin de reconnaissance et tolérer le mépris. Et cette limite avec Carolina a disparu si lentement que, pendant longtemps, je ne me suis pas rendu compte qu'elle n'existait plus. Le premier signe clair est venu le jour de l'anniversaire d'Antonia, sa mère, une femme qui, dès le premier jour, m'a traité avec cette courtoisie froide réservée aux personnes que l'on considère comme inférieures à son cercle, mais que l'on doit tolérer pour des raisons familiales. Il y avait environ 12 personnes autour de la table ce soir-là, beaux-frères, famille, amis, connaissances du travail de Carolina. Quelqu'un m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Avant que je puisse répondre,
Carolina est intervenue avec un sourire et a dit « Miguel, il gère quelques investissements. Rien de trop compliqué. Rien de trop compliqué. » J'ai souri, hoché la tête et continué à manger. Personne à cette table ne savait que, 3 jours plus tôt, j'avais conclu une affaire $1,2 million, $1,2 million. Personne ne savait que la société figurant sur ce contrat était la mienne, que l'immeuble mentionné dans ce document était le mien, que le nom inscrit comme propriétaire final derrière 2 structures d'entreprise était le mien. Personne ne le savait parce que je ne l'ai pas dit, et Carolina ne le savait pas parce qu'elle n'avait jamais posé la question. Elle ne s'était jamais assise pour me demander, avec une curiosité sincère, ce que je faisais exactement. Elle avait construit sa propre version de moi et avait vécu confortablement dans cette version pendant des années. Et je l'avais laissé faire. Parce que parfois, la décision la plus puissante que l'on puisse prendre n'est pas de corriger quelqu'un. C'est de le laisser continuer à croire ce qu'il croit, et d'attendre. Les mois qui ont suivi ce dîner pour l'anniversaire d'Antonia étaient, en apparence, tout à fait normaux. Carolina se levait tôt, se préparait avec cette précision qui m'a toujours paru presque militaire, buvait son café debout devant la fenêtre, et partait sans dire grand-chose. Je restais à table, je finissais le mien lentement, et une fois la porte fermée, j'ouvrais mon ordinateur et je commençais à travailler. C'est à cela que ressemblaient la plupart de nos matinées depuis des années. Ce que Carolina ne savait pas, ce qu'elle ne s'arrêtait jamais pour observer, c'était ce que je faisais après que cette porte se fermait. Non pas parce que je le cachais avec effort, mais parce qu'elle n'avait jamais été assez curieuse pour demander. Mon ordinateur était toujours ouvert. Je passais mes appels depuis le bureau sans baisser la voix. Mes documents étaient sur la table, parfois à côté du petit déjeuner. Mais pour Carolina, tout cela faisait partie d'un paysage qui ne méritait pas d'attention. J'étais la toile de fond de sa vie, le bruit blanc, l'homme qui était là, mais qui ne nécessitait aucune concentration. Un matin, Manuel m'a appelé pour confirmer les détails d'un transfert. Il s'agissait de $50 000 qui devaient être déplacés avant la fin du trimestre. Nous avons parlé pendant 20 minutes dans la salle à manger, la porte ouverte. Carolina est passée dans le couloir à 2 reprises. La deuxième fois, elle s'est arrêtée un instant, m'a regardé, et j'ai fait un geste de la main comme pour dire « c'est pour le travail ». Je n'en ai pas pour longtemps. Elle a hoché la tête et a continué à marcher. $50 000. Et elle a continué à marcher. Manuel était mon associé depuis 12 ans. Un homme discret, méthodique, doté d'une intelligence financière que peu de gens dans son domaine pouvaient égaler. Nous avions construit ensemble une structure qui, de l'extérieur, était complètement invisible. Ce n'était pas un accident. C'était voulu. Dès le début, quand j'ai commencé à accumuler des propriétés et des actions d'entreprise, j'ai pris une décision qui, à l'époque, semblait simplement prudente, mais qui, au fil des années, est devenue quelque chose de bien plus important. Je n'ai jamais rien mis à mon nom personnel. Tout était organisé à travers des sociétés holdings, des structures juridiques propres et solides, construites avec Francisco, le notaire qui s'occupait de mes affaires depuis avant même que Carolina et moi ne nous marions. Francisco était un homme de peu de mots et de grande précision. Le genre de professionnel qui ne pose pas de questions inutiles et qui ne donne pas non plus d'informations qu'on ne lui demande pas parfait pour ce dont j'avais besoin. Quand Carolina et moi nous sommes mariés, elle n'a rien signé concernant ces structures. Non pas parce que je les avais activement cachées, mais parce qu'elle ne l'a jamais demandé. Son propre avocat a examiné le contrat de mariage, un homme que Carolina avait choisi parce qu'il semblait impressionnant lors de leur première rencontre. Elle l'a payé $2 000 pour un examen qui a duré 40 minutes. Cet avocat n'a rien trouvé, car il n'y avait rien à trouver à mon nom personnel. Et Carolina était satisfaite parce que le document disait ce qu'elle voulait qu'il dise, séparation de biens. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Exactement. Ce que Carolina considérait comme étant à elle, c'était l'appartement où nous vivions, la voiture qu'elle conduisait, les parts dans l'entreprise où elle travaillait. Ce qu'elle n'a jamais su, c'est que l'appartement était enregistré au nom de l'une de mes holdings depuis avant notre emménagement. Que la voiture appartenait à une autre structure d'entreprise liée au même réseau. Que l'entreprise où elle pensait avoir une participation importante avait un actionnaire majoritaire qui n'était jamais apparu dans aucune conversation à table. Cet actionnaire, c'était moi. Mais revenons à ces mois qui ont suivi le dîner, car c'est durant cette période que j'ai commencé à remarquer que quelque chose avait changé chez Carolina. Pas dans son comportement envers moi,
qui restait le même, mais dans sa confiance, dans sa façon de parler, dans sa façon de prendre des décisions. Elle a commencé à faire des plans sans me consulter. Pas des plans de tous les jours, ça c'était déjà courant. Je parle de grands projets. Un week-end, elle est rentrée à la maison et m'a informé, elle n'a pas demandé, elle m'a informé qu'elle avait décidé de rénover la cuisine. Elle m'a montré les devis qu'elle avait demandés. Le moins cher était de 18 000 $. J'ai déjà choisi les entrepreneurs, a-t-elle dit. Ils commencent le mois prochain. Je l'ai regardée et j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Elle s'attendait à ce que je discute, que je demande d'où venait l'argent, que j'oppose une certaine résistance. Quand je ne l'ai pas fait, quelque chose dans son expression a brièvement changé, presque imperceptiblement, comme si mon absence de réaction la déconcertait plus qu'une dispute ne l'aurait fait. Mais elle a rapidement balayé cela. Elle a classé cela comme elle classait toujours mon silence, résignation, acceptation passive de la part de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas d'argument. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je n'avais tout simplement aucune raison de discuter. La cuisine faisait partie de l'appartement. L'appartement était à moi. Si elle voulait rénover quelque chose qui était techniquement à moi sans le savoir, ce n'était pas mon problème immédiat. C'était un investissement, tout au plus. Au cours de ces semaines, j'ai également remarqué que ces conversations avec Antonia étaient devenues plus fréquentes. Elle s'appelait presque tous les jours. Parfois, le soir, quand j'étais déjà dans le bureau, j'entendais la voix de Carolina baisser lorsqu'elle passait dans le couloir. Je n'avais pas besoin d'entendre le contenu. Je connaissais le ton. C'était le ton des conversations qui n'étaient pas destinées à mes oreilles. Un après-midi, je suis rentré plus tôt que prévu. J'ai laissé les clés dans la coupelle à l'entrée comme toujours. Et avant que je puisse m'annoncer, j'ai entendu Carolina dans le salon, parlant au téléphone. Je n'ai pas fait un pas. Je suis resté dans le couloir. Maman, je suis sérieuse. Cet homme n'a absolument aucune ambition. Il fait la même chose depuis des années et n'a pas évolué du tout. Moi, en revanche. Pause. Oui, exactement. Et je suis fatigué de porter quelqu'un qui n'est pas à mon niveau. Tu l'as toujours su. Autre pause. Non, pas encore. Mais j'y pense très sérieusement. J'ai entendu la fin de la phrase et j'ai marché jusqu'à la cuisine sans faire de bruit. Je me suis servi un verre d'eau. Je l'ai bu lentement, en regardant par la fenêtre. Dehors, le ciel était complètement dégagé. J'y pense très sérieusement. Intéressant, car j'y pensais moi aussi depuis un moment. Et ce à quoi je pensais n'avait rien à voir avec le fait d'abandonner ou de me défendre. Cela avait à voir avec quelque chose de bien plus précis, m'assurer que le moment venu, tout serait exactement à sa place. Chaque document, chaque registre, chaque structure juridique, tout en ordre, tout propre, tout inébranlable. Manuel m'avait dit un jour, il y a des années, que la différence entre un homme qui construit et un homme qui perd ce qu'il a construit réside dans une seule chose, la prévoyance. Savoir à l'avance ce qui peut mal tourner et construire de manière à rendre cette erreur impossible. J'avais construit ainsi depuis le début. Non pas parce que j'avais spécifiquement anticipé le comportement de Carolina, mais parce que c'était la seule façon que je connaissais de construire, avec solidité, en silence, avec patience. Et pendant qu'elle disait à sa mère que je n'avais pas d'ambition, j'avais sur mon bureau les documents pour une nouvelle acquisition, un bâtiment commercial dans un quartier que peu de gens regardaient à l'époque, mais que Manuel et moi savions devoir tripler de valeur en moins de 4 ans. Le prix d'achat était de 2 300 000 $. Je l'ai signé la même semaine sans le dire à personne. Il y a une façon particulière dont se comportent les gens qui vous sous-estiment lorsqu'ils sont complètement sûrs d'avoir le contrôle. Ce n'est pas agressif. Ce n'est pas violent. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et, d'une certaine manière, beaucoup plus révélateur. Ils se détendent. Ils baissent leur garde. Ils cessent de faire semblant de vous considérer comme un égal parce qu'ils n'en ressentent même plus le besoin. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire avec Carolina dans les mois qui ont suivi. Le changement a été progressif. Si progressif que si je n'y avais pas prêté attention, je l'aurais probablement absorbé comme une partie du paysage, comme tant d'autres choses que j'avais absorbées au fil des années. Mais je faisais attention. Je l'avais toujours fait. C'était peut-être la seule compétence que Carolina ne m'a jamais reconnue. Et ironiquement, c'était la plus importante de toutes.
Le premier épisode dont je me souviens clairement s'est déroulé un vendredi soir. Carolina avait organisé un dîner à la maison. Elle ne me l'a pas dit assez à l'avance. Elle m'a appelé à 15 h pour me prévenir que les invités arriveraient à 20 h. 6 personnes, ses collègues de travail, un couple d'amis et Antonia. Bien sûr, Antonia était toujours là. Je lui ai demandé si elle avait besoin que je fasse quelque chose. Elle a répondu que non. Qu'elle s'occuperait de tout, qu'elle avait juste besoin que je sois présentable. Présentable. Je suis rentré à 19 h. La table était déjà mise. Carolina avait commandé chez un traiteur, chose qu'elle faisait fréquemment parce que, selon elle, cuisiner pour des invités était une perte de temps alors qu'il y avait de meilleures options. Le vin était sur le comptoir, 4 bouteilles. Je les ai reconnues immédiatement parce que je les avais choisies des mois auparavant et laissées dans la cave. Carolina n'y connaissait rien en vin. Elle ne s'y était jamais intéressée. Mais ce soir-là, quand les invités sont arrivés, elle les a présentés comme si elle les avait personnellement sélectionnés avec toutes les connaissances du monde. Je me suis assis à table, j'ai écouté, j'ai observé. Il y avait quelque chose de fascinant à regarder Carolina dans cet environnement. Elle était socialement brillante. Elle savait exactement quoi dire, quand rire, comment faire en sorte que chaque personne à table se sente membre de quelque chose d'important. C'était une véritable compétence. Je l'avais toujours reconnue. Ce que j'ai également reconnu, et qui est devenu particulièrement visible ce soir-là, c'est que cette compétence avait un revers. Car avec la même précision avec laquelle Carolina valorisait les gens devant les autres, elle s'en servait aussi pour les rabaisser quand cela l'arrangeait. Et ce soir-là, la personne qu'elle a choisi de rabaisser, c'était moi. Elle ne l'a pas fait d'un coup. Elle l'a tissé lentement tout au long de la soirée, avec de petits commentaires qui, séparément, pouvaient sembler innocents, mais qui, ensemble, formaient un modèle très clair. Quand quelqu'un a posé des questions sur l'appartement et a dit qu'il était magnifique, Carolina a répondu « Oui, je l'ai choisi ». Miguel m'a laissé tout décider. La vérité, c'est qu'il n'a pas vraiment l'œil pour ces choses-là. D'où rire. J'ai souri. Quand le sujet des affaires a été abordé et qu'un de ses collègues a commencé à parler d'investissement, Carolina a dit, sans me regarder, « Miguel gère quelques petites choses, rien à grande échelle. » Plus de rire. J'ai pris une gorgée de vin. Quand quelqu'un m'a demandé directement ce que je faisais, Carolina a répondu avant que je puisse ouvrir la bouche, « Il est dans l'immobilier, des petites choses. » C'est plutôt un gars discret. Il n'aime pas parler de travail. Et puis, avec un sourire parfait, elle s'est tournée vers moi, « N'est-ce pas, chérie ? » C'est ça, ai-je dit. Antonia m'a regardé de l'autre côté de la table. Il y avait quelque chose dans son expression ce soir-là qui était différent des autres fois. Ce n'était pas la froide courtoisie habituelle. C'était quelque chose de plus proche de la satisfaction, comme si elle voyait se confirmer en temps réel quelque chose qu'elle soutenait en privé depuis des années, que j'étais exactement ce que j'avais l'air d'être. Rien de plus, rien de moins. Quand les invités sont partis, Carolina a commencé à débarrasser la table avec l'énergie de quelqu'un qui vient de faire une performance réussie. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a dit non. Je suis allé dans le bureau, j'ai ouvert mon ordinateur. J'avais 3 emails de Manuel qui m'attendaient, tous liés à l'acquisition du bâtiment commercial que nous étions en train de conclure. Le contrat final était prêt. Il ne manquait plus que ma signature numérique. Je l'ai signé ce soir-là à 23h15, pendant que Carolina finissait de ranger la cuisine rénovée avec 18 000 $ provenant d'un compte qu'elle pensait gérer, mais qui faisait en fait partie d'une structure que je contrôlais entièrement. J'ai signé un contrat de 2 300 000 $ pendant qu'elle éteignait les lumières de la salle à manger, et je n'ai rien dit. Les semaines suivantes ont apporté plus de la même chose, mais amplifiée. C'était comme si ce dîner avait été une sorte de seuil pour Carolina, comme si le franchir lui avait donné la permission d'être plus ouverte sur quelque chose qu'elle avait, au moins, modéré auparavant. Elle a commencé à parler de ses réussites à la maison avec une fréquence qu'elle ne réservait auparavant qu'à ses conversations avec Antonia. Elle rentrait du travail et racontait en détail ses victoires professionnelles, ses promotions potentielles, ses reconnaissances, les commentaires de ses supérieurs à son sujet. Tout cela dit, non pas pour partager, mais pour contraster, comme pour construire un argument qu'elle ne prononçait pas tout à fait, mais qui flottait dans chaque phrase. Je suis ceci. Je suis arrivé jusqu'ici. Je suis à ce niveau. Et toi,
implicitement, tu ne le es pas. Un dimanche, nous sommes allés déjeuner chez Antonia. C'était l'un de ces déjeuners de famille qui avaient lieu une fois par mois et auxquels j'assistais parce que cela faisait partie de l'accord tacite d'être marié à Carolina. La maison d'Antonia était grande, bien décorée, remplie de photographies de Carolina à différents moments de sa vie, sa remise de diplôme, ses premières récompenses professionnelles, ses voyages. J'apparaissais sur peut-être 2 de ces photos, toujours à l'arrière-plan, toujours légèrement flou. Ce dimanche-là, pendant que les autres étaient dans le salon, je me suis levé pour aller chercher de l'eau dans la cuisine. Antonia y était seule. Elle m'a regardé entrer et n'a rien dit pendant un moment. Puis, avec cette voix qui avait toujours le volume exact pour n'atteindre que la personne à qui elle s'adressait, elle a dit « Carolina mérite quelqu'un qui est à son niveau, Miguel. » Je l'ai toujours pensé. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une insinuation voilée. C'était une déclaration directe, dite avec la tranquillité de quelqu'un qui sait qu'il peut le dire sans conséquence. Je l'ai regardé, j'ai rempli mon verre d'eau et j'ai dit « Vous avez raison, Antonia. Carolina mérite ce qu'il y a de mieux. » Elle a hoché la tête, satisfaite, comme si je venais de confirmer son point de vue. Comme si ma réponse était la preuve qu'elle avait raison à mon sujet, que j'étais un homme sans caractère, sans fierté, incapable de défendre sa place. Je suis retourné dans le salon, je me suis assis, et pendant que le déjeuner continuait, et que les conversations tournaient autour des réalisations de Carolina, de ses projets, de son brillant avenir, je pensais à une seule chose. Je pensais à Francisco, au document que j'avais signé avec lui il y a tant d'années, à la structure que nous avions bâtie ensemble avec une précision que même le meilleur avocat de Carolina ne serait pas capable de démonter. Je pensais à Manuel et à la conversation que nous avions eue la semaine précédente, où il m'avait confirmé que tout était exactement comme il se devait. Chaque propriété, chaque action, chaque registre. Je pensais au fait qu'Antonia venait de me dire avec toute la conviction du monde que je n'étais pas à la hauteur de sa fille. Et je me suis dit qu'elle avait raison, que je n'étais pas au niveau de Carolina. J'étais plusieurs étages au-dessus, et elle n'avait jamais regardé en bas pour le voir. Je suis rentré chez moi ce soir-là en silence. Carolina a parlé pendant presque tout le trajet de la conversation du déjeuner, du plan qu'elle avait pour le prochain trimestre au travail, de quelque chose qu'Antonia avait dit et qui l'avait fait réfléchir. Elle ne m'a pas demandé une seule fois ce que j'avais pensé du déjeuner. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a rien demandé. Je suis allé dans le bureau, je me suis assis et j'ai ouvert le dossier que Manuel m'avait envoyé ce matin-là. C'était le résumé de l'ensemble du portefeuille. Propriété, actions, structure, valeurs actualisées au dernier trimestre. La somme totale, tout compris, s'élevait à 8 900 000 $. J'ai fermé le dossier, j'ai éteint la lumière et je suis allé me coucher. Il y a un type d'intelligence qu'on n'étudie dans aucune université. Elle n'apparaît sur aucun diplôme encadré au mur, ni dans aucune reconnaissance professionnelle. C'est l'intelligence de savoir quand agir et quand simplement observer. De comprendre que le mouvement le plus puissant n'est parfois pas celui que l'on fait, mais celui que l'on décide de ne pas faire. J'avais développé cette intelligence au fil des années, la construisant lentement, presque sans m'en rendre compte, en silence. Et c'est exactement cette intelligence qui m'a gardé immobile pendant les mois qui ont suivi, tandis que Carolina évoluait avec une confiance croissante qui, pour tout observateur extérieur, aurait semblé être celle de quelqu'un qui a tout sous contrôle. Mais je n'étais pas un observateur extérieur. J'étais l'homme au centre de tout ça. Et ce que je voyais depuis ce centre était complètement différent de ce qu'elle pensait montrer. Manuel m'a appelé tôt un lundi matin, avant que Carolina ne se lève. Nous avons parlé pendant une demi-heure dans le bureau, la porte fermée. Non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que c'était une habitude que j'avais développée au fil des années. Le bâtiment commercial que nous avions acquis des mois auparavant générait déjà ses premiers rendements. Les chiffres étaient meilleurs que ce que nous avions projeté. Manuel était méticuleux avec ses projections, toujours prudent. Et quand Manuel disait que les chiffres étaient bons, cela signifiait qu'ils étaient excellents. Je lui ai demandé comment était la structure légale. Il m'a confirmé que tout était toujours propre. Francisco avait mis à jour les registres le mois précédent. Chaque propriété, chaque part de société, chaque actif lié à mon nom était protégé derrière des couches juridiques qui avaient été construites avec une seule priorité, la solidité. Pas la vitesse, pas la commodité immédiate. La solidité. Quand j'ai raccroché, j'ai entendu Carolina bouger dans la chambre.
Je suis sorti du bureau, j'ai préparé du café, et quand elle est apparue dans la cuisine, habillée et prête à partir, elle m'a regardé une seconde et a dit, « Avec qui parlais-tu si tôt ?» C'était la première fois depuis des mois qu'elle me posait une question sur quoi que ce soit lié à mon travail. Avec Manuel, ai-je répondu. Des trucs de bureau. Elle a hoché la tête, a pris son café, et n'a rien demandé d'autre. C'était la seule fois où elle s'est approchée de ce qu'il y avait derrière la porte, et elle l'a refermée elle-même sans le savoir, avec ce hochement de tête rapide qui était sa façon de dire que le sujet ne l'intéressait pas assez pour s'y attarder. Je suis resté dans la cuisine après son départ. J'ai fini mon café lentement et j'ai pensé à quel point j'avais été proche, à ce moment-là, de ce que tout soit différent. Si elle avait demandé, si elle avait ressenti ne serait-ce qu'une fraction de la curiosité qu'elle ne ressentait jamais. Mais elle ne l'a pas fait. Et cette porte, qu'elle a fermée sans le savoir ce lundi matin-là, était la même qui, des mois plus tard, laisserait son avocat sans argument et elle-même sans mots. Les semaines suivantes ont été les plus révélatrices de toute cette période. Carolina avait commencé à prendre des décisions qui allaient au-delà de la rénovation de la cuisine ou de l'organisation de dîner sans me consulter. C'étaient des décisions qui avaient un poids différent, des décisions qui m'indiquaient plus clairement que n'importe quelle conversation où elle se dirigeait. Un mardi, elle est rentrée à la maison avec un dossier, qu'elle a posé sur la table de la salle à manger devant moi, avec cette assurance qui précédait toujours les moments où elle voulait quelque chose. Elle m'a dit qu'elle avait discuté avec son service juridique au travail et qu'elle pensait qu'il était temps de mieux formaliser les choses que nous avions en commun. Qu'elle leur avait demandé d'examiner quelques options pour enregistrer certaines propriétés conjointement, afin que tout soit mieux organisé. Je l'ai regardé, j'ai pris le dossier, je l'ai ouvert, je l'ai examiné page par page, calmement, sans changer d'expression. C'étaient des documents préliminaires, des brouillons, rien de signé, mais l'intention était claire. Carolina voulait mettre son nom sur l'appartement. Elle voulait que la voiture soit enregistrée conjointement. Elle voulait essentiellement ancrer son nom à des actifs qui, à ce moment-là, n'avaient rien à voir avec elle sur le plan légal. J'ai fermé le dossier, je l'ai laissé sur la table et j'ai dit, je vais l'examiner attentivement et je te tiendrai au courant. Elle a légèrement froncé les sourcils. Elle s'attendait à autre chose. Elle s'attendait à ce que je pose des questions, que j'ai l'air confus, que je demande des explications. Au lieu de cela, elle a eu quelques mots et un calme qu'elle ne savait manifestement pas interpréter. « Quand me le diras-tu » a-t-elle demandé. « Bientôt » ai-je répondu. Je me suis levé, j'ai laissé le dossier dans le bureau, et le soir même, j'ai appelé Francisco. Je lui ai expliqué ce que Carolina avait essayé de faire. Francisco a écouté en silence, comme toujours. Et quand j'ai eu fini, il a simplement dit, « Il n'y a rien à enregistrer à son nom parce qu'il n'y a rien à ton nom personnel à enregistrer. Les structures sont intactes. Laisse-la essayer tout ce qu'elle veut. Elle ne trouvera nulle part où ancrer quoi que ce soit. » Je le savais, mais j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. Le dossier n'est plus jamais réapparu sur la table. Carolina n'a plus jamais abordé le sujet. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir de cette semaine-là, ses appels avec Antonia sont devenus plus longs, plus privés. Elle a commencé à sortir certains week-ends pour voir sa mère, et rentrait tard avec cette expression de quelqu'un qui a eu des conversations importantes qu'il n'a pas l'intention de partager. Je n'ai pas posé de questions, j'ai observé. Un vendredi soir, Carolina est rentrée et m'a trouvé en train de lire dans le salon. Elle s'est assise en face de moi. Elle m'a regardé un moment en silence, comme si elle organisait ce qu'elle allait dire. Et puis elle a dit, d'une voix qui essayait de paraître désinvolte mais qui cachait une tension que je pouvais parfaitement détecter. « Miguel, as-tu déjà pensé que peut-être, nous ne sommes pas ce dont l'autre a besoin ?» Je l'ai regardé par-dessus mon livre. J'ai attendu. « Je ne le dis pas méchamment » a-t-elle continué. « Mais je pense que nous avons tous les deux changé, que nous avons des vies très différentes, des objectifs différents. » J'ai refermé lentement le livre, je l'ai posé sur la table et je lui ai demandé avec un calme sincère, « Que es-tu en train de dire exactement, Carolina ?» Elle a pris une inspiration. Je dis que nous devrions peut-être réfléchir à ce que nous voulons chacun séparément. Il y a eu un long silence. Dehors, on pouvait entendre la circulation. À l'intérieur, rien. Après un moment, j'ai dit, « D'accord. Si c'est ce que tu ressens, parlons-en. » Elle m'a regardé. Manifestement, elle s'attendait à plus. À une réaction, à de la peur, à de la résistance,
à quelque chose qui lui confirmerait qu'elle avait le contrôle de cette conversation. Ce qu'elle a trouvé était exactement ce qu'elle trouvait toujours quand elle me regardait vraiment, bien qu'elle le fît rarement, un homme tout à fait calme, un homme qui n'avait pas peur, un homme qui, pour une raison qu'elle n'avait jamais réussi à comprendre, ne semblait jamais avoir peur de rien. Cela l'a déconcertée plus que n'importe quel argument que j'aurais pu lui donner. Elle s'est levée, est allée dans la chambre, et j'ai rouvert mon livre. Bien qu'en réalité, je n'ai pas lu une ligne de plus ce soir-là. Je ne pensais pas au mariage, ni à Carolina. Je pensais à la conversation que j'avais en attente avec Manuel pour la semaine suivante, où nous allions examiner une nouvelle opportunité apparue sur le marché, une propriété résidentielle dans un quartier actuellement sous-évalué, mais dont les chiffres indiquaient qu'il allait bouger de manière significative dans les 18 prochains mois. Le prix d'entrée estimé était de 1 700 000 $. Pendant que Carolina était dans la chambre, probablement en train d'appeler Antonia pour lui raconter la conversation, j'étais en train de calculer des projections de rendement. C'est ainsi qu'avaient toujours été nos nuits au fond, même si Carolina l'ignorait, elle construisant des arguments sur ce que je n'étais pas, et moi construisant des actifs qu'elle n'a jamais vus. Il y a quelque chose de presque poétique dans cette dynamique, et de complètement inévitable dans sa conclusion. Car lorsque deux personnes vivent dans la même maison, mais dans des réalités complètement différentes, tôt ou tard ces réalités entrent en collision. Pas avec du bruit, pas avec du drame. Avec des documents, avec des registres légaux, avec des chiffres qui ne mentent pas et qui n'ont aucun intérêt à protéger les illusions de qui que ce soit. Carolina pensait qu'elle préparait le terrain pour une sortie pratique. Elle pensait qu'elle se positionnait, qu'elle était stratégique, et elle avait raison sur un point. Quelqu'un dans cette relation avait été stratégique dès le début, mais ce n'était pas elle. Il y a un moment précis où une situation cesse d'être quelque chose que l'on observe et devient quelque chose que l'on doit faire bouger. Vous ne le décidez pas avec votre tête. Vous le ressentez. C'est une certitude silencieuse, sans urgence, sans drame, qui apparaît un jour et vous dit que le temps de l'attente est révolu, et que le temps de l'action a commencé. J'ai ressenti ce moment un mercredi après-midi, 3 semaines après la conversation dans le salon où Carolina avait laissé entendre à voix haute, pour la première fois, qu'elle songeait à se séparer. Ce n'est pas un événement dramatique qui l'a provoqué. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une révélation. C'était quelque chose de petit, presque ridicule par son insignifiance. C'était une conversation que j'ai surprise par hasard en passant dans le couloir. Une conversation entre Carolina et Antonia qui n'était pas destinée à mes oreilles, mais qui les a atteintes avec une clarté parfaite parce qu'aucune des deux n'avait pris la précaution fondamentale de fermer la porte de la chambre. Antonia disait à Carolina d'agir vite avant qu'ils ne se rendent compte de ce qui se passait. Que c'était le moment, que les hommes comme Miguel ne réagissent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et qu'à ce moment-là, il fallait avoir tout sécurisé. Les hommes comme Miguel. Je me suis arrêté dans le couloir. J'ai écouté pendant exactement 40 secondes de plus. Dans ces 40 secondes, Antonia a expliqué à sa fille qu'elle devait s'assurer d'avoir accès au compte joint, de faire enregistrer son nom sur les propriétés avant d'entamer toute procédure légale. Et d'agir avant que je ne réagisse émotionnellement et ne prenne des décisions impulsives qui compliqueraient les choses. Impulsive. J'ai continué à marcher vers la cuisine. Je me suis servi de l'eau. Je l'ai bu lentement, en regardant par la fenêtre, en écoutant le bruit de la ville à l'extérieur. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision qui mûrissait depuis des mois sans que je ne l'admette tout à fait moi-même. Il était temps de parler à Manuel et Francisco et de mettre en mouvement quelque chose qui, jusqu'à ce jour, n'avait existé que comme une possibilité. J'ai appelé Manuel tard ce soir-là, alors que Carolina dormait déjà. J'ai expliqué la situation avec la brièveté qui caractérisait nos conversations les plus importantes. Manuel a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il y a eu une courte pause, puis il a dit. « Veux-tu que nous passions en revue tout le scénario ?»« Oui, ai-je dit. Je veux savoir exactement où se trouve chaque chose, ce qui peut bouger et ce qui ne le peut pas. Je t'appelle demain. » Le lendemain, Manuel m'a appelé à 9 h du matin avec un résumé qu'il avait préparé pendant la nuit. C'était exhaustif. Chaque propriété, chaque part de société, chaque structure juridique, chaque lien entre les différentes holdings, tout avait été passé en revue et confirmé. La conclusion était la même que celle que Francisco avait donnée quelques semaines auparavant, mais avec des chiffres actualisés et avec une perspective juridique que Manuel avait consultée auprès d'un avocat de confiance, un avocat externe.
quelqu'un qui n'avait aucun lien avec Carolina ou qui que ce soit dans son cercle. La conclusion était simple et absolue, il n'y avait rien, absolument rien, que Carolina puisse réclamer dans le cadre d'une procédure de séparation. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de malhonnête, mais parce que la structure que Francisco, Manuel et moi avions construite au fil des ans était juridiquement irréprochable. Tout était à sa place. Tout avait sa raison d'être. Tout avait été construit avant le mariage ou par le biais de structures que le contrat de mariage ne touchait pas. Carolina pourrait engager le meilleur avocat du pays. Elle pourrait dépenser tout l'argent qu'elle voudrait en frais juridiques. Elle pourrait passer des mois à examiner les registres. Et au bout du compte, elle trouverait exactement la même chose que Raphaël, son avocat, trouverait quelques semaines plus tard avec une voix tremblante, rien à son nom. Mais je ne voulais pas seulement me protéger, cela avait été fait depuis longtemps. Ce que je voulais maintenant était différent. Je voulais clore un chapitre de la bonne manière, sans colère, sans humiliation publique, sans affrontement qui ne mène nulle part. Juste avec la vérité posée sur la table au moment exact, de la manière exacte. Et pour cela, j'avais besoin que Carolina prenne l'initiative. J'avais besoin que ce soit elle qui déplace les pièces. Car si j'agissais en premier, le récit serait différent. Mais si elle agissait depuis sa position de confiance totale, depuis sa certitude que j'étais exactement ce qu'elle pensait que j'étais, alors la révélation ne viendrait pas de moi. Elle viendrait de la réalité elle-même. Et il n'y a pas de défense contre cela. Alors j'ai attendu. Et Carolina, avec une ponctualité qui m'a presque fait ressentir quelque chose de l'ordre de la gratitude, n'a pas tardé à bouger. C'était un samedi matin. J'étais dans le bureau quand elle est entrée sans frapper, chose qu'elle faisait rarement, et s'est assise sur la chaise devant mon bureau comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle avait cette expression que je connaissais bien, l'expression qu'elle arborait lorsqu'elle avait pris une décision et qu'elle n'était pas là pour en discuter, mais pour la communiquer. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Miguel, je veux le divorce. » Pas comme une question, pas comme une conversation, comme une annonce. Je l'ai laissé flotter dans l'air pendant un moment. Puis je lui ai demandé, avec mon calme habituel, « Es-tu sûr ?» Complètement, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, Carolina. Elle a attendu. Elle s'attendait à ce qu'il y ait plus. À ce que je demande du temps, que je montre de la confusion, que j'essaie de négocier, que je demande ce qui s'était passé, que je réagisse d'une manière ou d'une autre qui lui confirmerait qu'elle avait le contrôle de la situation. Au lieu de cela, ce qu'elle a reçu, ce sont 2 mots et un silence absolu. Son expression a brièvement changé, pas beaucoup, mais assez pour que je le remarque. Je vais parler à Raphaël, a-t-elle dit en reprenant son ton. Il s'occupera des détails légaux. Bien sûr, ai-je répondu. Elle s'est levée, s'est dirigée vers la porte, et avant de sortir, elle s'est retournée un instant, comme si elle voulait ajouter quelque chose, comme si le calme avec lequel j'avais accueilli la nouvelle nécessitait une sorte d'explication qu'elle ne parvenait pas encore à formuler. Mais elle n'a rien dit. Elle a fermé la porte. Je suis resté dans le bureau. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai entendu le bruit du téléphone en train de composer un numéro, et j'ai entendu, étouffé par les murs mais parfaitement reconnaissable, le ton de sa voix quand Antonia a répondu, une voix forte, triomphante. La voix de quelqu'un qui vient d'exécuter un plan préparé de longue date et qui est sûr qu'il s'est déroulé exactement comme imaginé. J'ai ouvert mon ordinateur. J'avais un email de Manuel de ce matin-là. Une mise à jour sur les rendements du bâtiment commercial. Les chiffres du dernier trimestre avaient dépassé les projections de 17%. La valeur actuelle de l'actif, compte tenu de l'appréciation du marché, était nettement supérieure au prix d'acquisition. J'ai répondu par 2 mots, très bien. J'ai fermé l'email et j'ai pensé à Raphaël. Raphaël était un avocat bien connu dans certains cercles. Carolina l'avait mentionné plusieurs fois au fil des ans comme quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Elle l'avait consulté à plusieurs reprises pour des questions professionnelles, pour des révisions de contrat, pour cette analyse prénuptiale initiale, il y a des années, qui avait duré 40 minutes et coûté $2000. C'était un professionnel compétent, probablement bon dans ce qu'il faisait, mais Raphaël était sur le point d'affronter quelque chose pour lequel aucun niveau de compétence professionnelle ne pouvait le préparer pleinement. Non pas parce que les structures étaient illégales ou douteuses, mais parce qu'elles étaient absolument solides. Parce que chaque document avait son justificatif. Parce que chaque registre avait son historique.
Parce que Francisco avait construit quelque chose qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté, aucune faille par laquelle introduire un argument contraire. Raphaël allait passer des jours, peut-être des semaines, à examiner des registres. Il allait chercher l'appartement et trouver une holding. Il allait chercher la voiture et trouver une autre structure d'entreprise. Il allait chercher les parts dans l'entreprise et trouver un actionnaire majoritaire dont le nom n'était pas Carolina. Il allait chercher des comptes, des actifs, des propriétés, tout ce qui pouvait ancrer une réclamation de propriété. Et à chaque recherche, il allait trouver la même chose, un mur juridique parfaitement construit. Et à un moment donné de ce processus, il allait devoir passer un appel. Un appel qu'il ne voudrait pas passer, avec une voix qu'il ne pourrait pas contrôler complètement. Parce qu'il y a de ces nouvelles qui affectent même les professionnels les plus expérimentés lorsqu'ils doivent les annoncer. Je me demandais combien de temps il faudrait à Raphaël pour atteindre ce point. J'ai calculé mentalement. Cela dépendait de l'accès qu'il avait au registre public, des ressources qu'il consacrait à l'affaire, du fait qu'il ait embauché ou non un soutien supplémentaire pour accélérer le processus. Une semaine, peut-être 2. Au fond, peu importe combien de temps cela prendrait. Le résultat serait le même, quel que soit le temps qu'il faudrait pour y arriver. Cet après-midi-là, Carolina est sortie voir Antonia. Elle est partie avec cette nouvelle énergie qu'elle avait acquise ces derniers jours. Une énergie qui mêlait soulagement et anticipation. L'énergie de quelqu'un qui croit que le travail difficile est déjà fait et que ce qui vient ensuite est simplement l'exécution d'un plan qui est déjà victorieux. Je suis resté à la maison. J'ai appelé Francisco pour l'informer que la procédure avait officiellement commencé. Francisco a écouté, a posé quelques questions précises sur les étapes que Carolina avait indiqué vouloir suivre, et à la fin, a dit quelque chose qui est resté avec moi pour le reste de la journée, Miguel. Tout ce que tu as construit est exactement là où tu l'as laissé. Personne ne peut déplacer ce qui n'a jamais été là où il pense que ce l'était. J'ai raccroché, je me suis servi un café, je me suis assis près de la fenêtre. Dehors, la ville continuait son rythme indifférent et constant, ignorant que dans cet appartement, à cet instant précis, 2 personnes avançaient dans des directions opposées avec des cartes complètement différentes. L'une avec une carte pleine de certitudes qui n'existait pas. L'autre avec une carte qui avait été dessinée pendant des années avec une précision que personne n'avait eu la curiosité de regarder. Carolina croyait qu'elle était sur le point de prendre ce qui lui appartenait. En réalité, elle était sur le point de découvrir que ça n'avait jamais été à elle. Et cette différence, petite avec des mots, était absolue quant aux conséquences. Les jours qui ont suivi la déclaration de Carolina ont été, en apparence, les plus calmes de ces derniers mois. Elle se déplaçait dans la maison avec une légèreté différente. Il y avait quelque chose dans sa façon de marcher, dans sa façon de parler, même dans sa façon de me regarder, qui avait changé. C'était la légèreté de quelqu'un qui a pris une décision et qui est convaincu que cette décision est la bonne. Qui est convaincu que le poids qu'il portait est sur le point de disparaître, et que ce qui vient ensuite est meilleur, plus léger, plus conforme à ce qu'il croit mériter. Elle me traitait avec une nouvelle gentillesse qui était paradoxalement plus distante que sa froideur habituelle. C'était la gentillesse de quelqu'un qui ne vous considère plus comme un problème. La gentillesse de quelqu'un qui vous a déjà mentalement placé dans le passé et qui peut se permettre d'être généreux parce que l'issue est décidée. Elle demandait si je voulais du café le matin. Elle me prévenait quand elle rentrait tard. De petits gestes qui, dans un autre contexte, auraient semblé être de la considération, mais qui, dans celui-ci, n'étaient que la courtoisie minimale due à quelqu'un qui ne sera bientôt plus présent dans votre vie. Je répondais avec mon calme habituel. Merci. Tout va bien. Ne t'inquiète pas, et j'observais. Raphaël avait commencé son travail. Carolina m'en a parlé en passant, un jeudi soir, avec ce ton désinvolte qu'elle utilisait quand elle voulait m'informer de quelque chose sans donner l'impression de m'informer. Elle a dit que Raphaël examinait certains documents et que dans quelques jours, il aurait une image plus claire. J'ai hoché la tête, je lui ai dit que c'était très bien et j'ai changé de sujet pour parler de quelque chose de complètement hors de propos, une série dont j'avais vu parler quelque part, quelque chose sans importance. Et Carolina a continué la conversation comme si le sujet précédent avait été une formalité mineure déjà réglée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment même, Raphaël se heurtait au premier mur. Manuel me l'a confirmé 2 jours plus tard. Non pas parce qu'il avait un accès direct à ce que faisait Raphaël, mais parce que, dans certains registres publics, les consultations laissent des traces.
Et Manuel avait des gens qui savaient lire ses traces avec précision. Quelqu'un examinait les registres fonciers liés à mon nom, cherchait l'appartement, cherchait la voiture, cherchait des biens personnels, et ne trouvait rien. Je l'imaginais. J'imaginais Raphaël devant son ordinateur ou les documents que son équipe avait préparés pour lui, trouvant le même résultat à chaque recherche, une holding, une structure d'entreprise, un nom qui n'était pas directement le mien mais qui menait à une autre structure, et celle-ci à une autre. Et celle-ci à une autre. Jusqu'à atteindre un point où la chaîne juridique était si solide et si propre qu'il n'y avait aucun moyen de la remettre en question sans tout remettre en question, sans attaquer des structures qui existaient depuis avant le mariage et qui avaient un historique juridique irréprochable. Raphaël était bon dans ce qu'il faisait. Je le savais. Et précisément parce qu'il était bon, il allait comprendre très vite ce qu'il voyait. Il allait comprendre que ce n'était pas un oubli, que ce n'était pas de l'ignorance, que ce qu'il avait devant lui était le résultat d'années de planification minutieuse. Et cette compréhension, cette réalisation de l'ampleur de ce qui lui avait échappé, c'était exactement ce qui allait mettre cette tension dans sa voix quand il appellerait enfin. Mais cela ne s'était pas encore produit. Et pendant ce temps, Carolina continuait d'évoluer avec sa nouvelle légèreté, complètement inconsciente de ce que Raphaël était en train de découvrir dans son bureau. Un vendredi, Antonia est venue à la maison. C'était la première fois qu'elle venait depuis que Carolina avait annoncé le divorce, et sa présence dégageait une énergie différente de celle de ses visites précédentes. Elle est arrivée avec son assurance amplifiée, avec un sourire plus large que d'habitude, avec la démarche de quelqu'un qui visite un territoire qui deviendra bientôt d'un intérêt direct pour elle. Elle s'est assise dans le salon, a accepté le café que Carolina lui a offert, et pendant un moment, m'a regardé avec une expression qui, en d'autres circonstances, aurait été humiliante. C'était une expression de pitié, pas de cruauté ouverte, de la pitié. La pitié silencieuse de quelqu'un qui observe une personne sur le point de perdre quelque chose d'important et qui ne le sait pas encore. L'ironie était si parfaite que j'ai dû faire un véritable effort pour ne pas sourire. Car la personne qui était sur le point de découvrir quelque chose qu'elle ignorait, ce n'était pas moi. C'était la femme assise en face de moi, buvant du café dans mon salon, dans mon appartement. Se sentant complètement sûre d'une réalité qui n'existait pas. Nous avons parlé de choses sans importance pendant un moment. Antonia a interrogé Carolina sur les délais, sur les prochaines étapes, avec cette discrétion minimale qu'elle utilisait quand elle savait que j'étais dans la pièce, mais qui, de toute évidence, ne la dérangeait pas trop. Carolina répondait par des monosyllabes stratégiques, donnant des informations sans les donner. Et je suis resté assis dans le fauteuil avec mon café, à écouter, à observer, à être exactement ce qu'elles attendaient toutes les deux que je sois, la toile de fond de la scène, le bruit blanc, l'homme qui ne nécessitait aucune attention. Avant de partir, Antonia s'est levée, m'a regardé et a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a dit avec une gentillesse qui était presque pire que sa froideur habituelle, « Miguel, j'espère que c'est pour le mieux pour vous deux. Parfois, les choses ne marchent pas, et il vaut mieux l'accepter. » Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête lentement. Vous avez tout à fait raison, Antonia, ai-je dit. Parfois, la réalité est complètement différente de ce que l'on croyait, et il vaut mieux l'accepter. Elle a hoché la tête, satisfaite de ce qu'elle a interprété comme ma résignation. Elle a dit au revoir à Carolina avec une longue étreinte. Une de ces étreintes qui sont des célébrations déguisées en consolation. Et elle est partie. Carolina a fermé la porte et s'est tournée vers moi avec ce léger sourire qu'elle avait adopté ces derniers jours. Tu vois, ma mère ne t'en veut pas, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Je ne lui en veux pas non plus. C'était tout à fait vrai. Le week-end s'est passé avec cette étrange normalité qu'ont les fins quand elles n'ont pas encore officiellement pris fin. Carolina est sortie avec des amis le samedi. J'ai retrouvé Manuel à son bureau, ce que nous faisions occasionnellement lorsque les sujets nécessitaient une conversation en personne. Nous avons passé en revue l'ensemble du portefeuille, mis à jour certaines projections, parlé de la propriété résidentielle que nous envisagions depuis des semaines, et avons décidé d'aller de l'avant. Manuel préparerait les documents pour la semaine suivante. À un moment donné pendant cette réunion, Manuel m'a demandé sans ménagement, comme c'était son habitude, « Comment vas-tu avec tout ça ?» J'y ai vraiment réfléchi avant de répondre. « Bien, ai-je dit, mieux que ce que je pensais. » Il m'a regardé un instant. « Et quand elle l'apprendra ?»« Quand elle l'apprendra, ai-je répondu, tout sera déjà là où il doit être. Il n'y a rien à changer à la dernière minute car rien n'a jamais été à la mauvaise place.
Manuel a hoché la tête. Et dans ce hochement de tête, il y avait quelque chose qui allait au-delà de la confirmation professionnelle. Il y avait la reconnaissance de quelqu'un qui avait vu quelque chose se construire depuis le début, et qui comprenait mieux que quiconque ce que ce moment représentait. Le lundi suivant, Carolina est rentrée plus tard que d'habitude. Elle est entrée avec une expression qui était difficile à classer. Ce n'était pas la légèreté des jours précédents. Il y avait quelque chose de plus tendu en dessous, quelque chose qu'elle essayait de cacher avec la même habileté sociale qui l'avait toujours caractérisée, mais qui, à ce moment-là, ne fonctionnait pas très bien. Je lui ai demandé si ça allait. Oui, a-t-elle dit. Raphaël a quelques questions sur certains documents. Juste des formalités. Juste des formalités. D'accord, ai-je répondu. S'il a besoin de quoi que ce soit de ma part, dis-le-moi. Elle m'a regardé une seconde de plus que d'habitude. Puis elle a hoché la tête et est allée dans sa chambre. Juste des formalités. C'est ce qu'on avait dit à Carolina, ce que Raphaël lui avait dit. Mais cela devait être quelque chose de considérablement plus compliqué. Parce que ce que Raphaël avait trouvé pendant ces semaines de vérification n'était pas une formalité. C'était une architecture juridique construite avec une patience et une précision qui résistaient depuis des années et qui n'avaient aucune intention de bouger. Cette nuit-là, pendant que Carolina dormait, je suis resté dans le bureau plus longtemps que d'habitude, pas pour travailler, juste assis en silence dans la pénombre de cette pièce qui avait été mon espace pendant 11 ans. L'endroit où j'avais signé des contrats dont personne ne connaissait l'existence, où j'avais pris des appels que personne n'avait entendus, où j'avais construit, en silence et sans public, quelque chose qui était maintenant sur le point de devenir visible. De la seule façon dont les choses vraiment importantes deviennent visibles, non pas par une annonce, non pas par une confrontation, mais par une conséquence. J'ai pensé à Francisco, à la première fois où nous nous étions rencontrés il y a de nombreuses années, quand j'étais plus jeune et qu'il était déjà le professionnel méticuleux et silencieux qu'il était encore aujourd'hui. Il m'avait dit quelque chose, lors de cette première réunion, qui m'était resté avec une clarté que le temps n'avait pas effacée. Il m'avait dit que la meilleure protection qui existe n'est pas celle qui s'active quand le problème survient. C'est celle qui est construite avant même que le problème n'existe. Celle qui fait que le problème, lorsqu'il arrive, trouve des murs au lieu de portes. J'avais construit des murs. Et Raphaël, dans son bureau, avec ses documents et ses registres, et sa voix qui n'allait pas tarder à trembler, était en train de découvrir exactement cela. Il restait peu de temps. Je l'ai ressenti avec la même certitude tranquille avec laquelle j'avais ressenti tout ce qui était important dans ce processus. Pas comme une anticipation anxieuse, comme une reconnaissance. La reconnaissance de quelqu'un qui a vu une histoire se dérouler exactement comme elle le devait, et qui sait sans l'ombre d'un doute comment elle se termine. Carolina pensait qu'elle était dans la dernière ligne droite d'un plan qu'elle avait exécuté avec précision. Et elle avait raison. Sauf que le plan qui était dans sa dernière ligne droite n'était pas le sien. L'appel de Raphaël est arrivé un mardi matin. J'étais dans le bureau, mon café encore chaud sur le bureau, en train de vérifier des emails de Manuel quand le téléphone a sonné. J'ai reconnu le numéro immédiatement. Je l'avais déjà vu sur l'écran du téléphone de Carolina ces fois où elle l'appelait depuis le salon et que je passais dans le couloir sans m'arrêter. C'était le numéro d'un homme qui facturait 500 $ l'heure, et qui, à ce moment-là, quand j'ai répondu, sonnait comme quelqu'un qui aurait payé cette même somme pour ne pas avoir à passer cet appel. Miguel ? Une pause. C'est Raphaël, l'avocat de Carolina. Je sais qui vous êtes, Raphaël. Bonjour. Un autre silence, plus long cette fois. Le genre de silence qui n'est pas une absence de mots, mais une accumulation de mots. Des mots qui s'organisent, car l'ordre dans lequel ils sont dits compte. Parce que la personne qui les prononce sait qu'une fois dit, il n'y a aucun moyen de les reprendre. J'ai besoin de vous parler. Il y a des choses qui sont apparues lors de l'examen que j'ai besoin de mieux comprendre. Je lui ai dit de continuer. Je l'ai entendu prendre une inspiration. Et puis, avec cette voix qui portait l'attention de quelqu'un qui a passé des jours à examiner des documents en espérant trouver quelque chose de différent de ce qu'il a trouvé, il m'a dit ce que je savais déjà. Mais que j'avais besoin d'entendre de sa part pour que la boucle soit complètement bouclée. Miguel, l'appartement, la voiture, les parts de la société où Carolina pensait avoir une participation. J'ai examiné tous les registres. J'ai consulté 2 collègues supplémentaires pour m'assurer que je ne négligeais rien. Autre pause. Rien n'est à son nom.
Le silence qui a suivi était le mien cette fois. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que ce moment méritait son espace. Il méritait d'être exactement comme il l'était. Miguel, vous m'écoutez? Oui, ai-je dit. Je vous entends parfaitement. L'appartement est enregistré au nom d'une holding créée avant votre mariage. Le véhicule appartient à une autre structure d'entreprise liée au même réseau. La participation dans l'entreprise. Il s'est arrêté un instant. Quand il a repris, sa voix avait quelque chose en plus, pas seulement de la tension. Quelque chose qui s'apparentait à la stupéfaction professionnelle de quelqu'un qui vient de comprendre l'ampleur de ce qui se trouve devant lui. L'actionnaire majoritaire de cette entreprise, Miguel, c'est vous. Carolina a une participation minoritaire nominale qui ne lui donne aucun contrôle ni droit de propriété significatif dans une procédure de séparation. Je l'ai laissé terminer. J'ai laissé tout ce qu'il avait dit occuper l'espace de la conversation sans l'interrompre. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé. J'ai entendu ce qui aurait pu être un demi-souffle. Nous avons examiné tous les registres publics accessibles. Il n'y a aucune propriété, aucun compte ou actif d'une valeur significative enregistré en votre nom personnel. Tout est structuré par le biais de holdings et de sociétés qui sont antérieures au mariage. Ou qui ont été établies avec une séparation légale que le contrat de mariage ne couvre pas. Pause. Miguel, vous a-t-on spécifiquement conseillé de structurer vos actifs de cette manière? J'ai toujours eu de bons conseillers, ai-je répondu. Autre silence. J'ai besoin de vous demander quelque chose directement, a dit Raphaël. Sa voix avait légèrement changé. Elle avait baissé d'un ton. C'était la voix d'une conversation privée, et non d'une communication formelle entre parties juridiques. Carolina. Savait-elle quoi que ce soit de tout cela? Lui avez-vous déjà expliqué la structure de vos actifs? La question était légitime, et ma réponse l'était aussi. Carolina a eu 11 ans pour poser la question, ai-je dit. Elle ne l'a jamais fait. Le silence qui a suivi cette phrase a été le plus long de toute la conversation. Raphaël n'a pas répondu immédiatement. Et dans ce silence, je pouvais parfaitement imaginer ce qu'il pensait. Pas en tant que professionnel, mais en tant qu'être humain. Il pensait à la conversation qu'il allait devoir avoir avec Carolina. Il pensait à la façon dont on annonce une chose pareille. À la façon dont on explique à une femme, qui croyait depuis des années savoir exactement où elle se trouvait, qu'elle n'avait en fait jamais connu le sol sur lequel elle marchait. Je vais avoir besoin de lui parler, a-t-il finalement dit. Bien sûr, ai-je répondu. C'est votre travail. Seriez-vous prêt à une réunion conjointe à un moment donné pour... Je l'ai interrompu calmement. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Les documents sont publics et en ordre. Francisco, mon notaire, peut vous fournir tout le soutien supplémentaire dont vous avez besoin pour confirmer ce que vous avez déjà trouvé. Il n'y a rien de caché. Rien à cacher. Il y a seulement une structure légale qui existe depuis avant le mariage entre Carolina et moi, et que le contrat de mariage qu'elle a examiné avec son propre avocat ne modifie pas. Il y a eu une dernière pause. Je comprends, a-t-il dit. Bonne journée, Raphaël. J'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone un instant. Puis je l'ai posé sur le bureau à côté du café désormais froid, et je me suis adossé à ma chaise. Dehors, il commençait à faire complètement jour. La lumière du matin entrait par la fenêtre du bureau avec cette qualité particulière qu'ont les matins après des semaines de tension accumulée. Une qualité qui a quelque chose de la résolution, quelque chose de la conclusion, quelque chose qui ressemble beaucoup à la profonde inspiration que l'on prend quand un fardeau longtemps porté touche enfin le sol. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ne ressentais pas de soulagement dramatique. Je ressentais quelque chose de plus simple et de plus profond. Je sentais que les choses étaient arrivées là où elles devaient arriver, que le processus, qui avait commencé dans une salle à manger avec un verre de vin que personne ne m'avait offert et une phrase prononcée à voix basse qui ne m'était pas destinée, avait suivi son cours naturel jusqu'à ce mardi matin, avec un téléphone et une voix tremblante. J'ai appelé Manuel. Je lui ai dit que Raphaël avait appelé. Manuel a écouté en silence et a simplement dit, comment avait-il l'air? Comme quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose qu'il ne s'attendait pas à comprendre, ai-je répondu. Manuel est resté silencieux un instant. Et Carolina ne le sait pas encore? Non, ai-je dit. Raphaël doit l'appeler.
Combien de temps penses-tu que ça prendra? Pas longtemps. Il avait raison. Ça n'a pas été long. 3 heures après ma conversation avec Raphaël, j'ai entendu la porte de l'appartement s'ouvrir. Je n'attendais pas Carolina à cette heure-là. Il était midi et elle arrivait généralement après 19 heures. Mais le bruit de la porte était différent d'habitude. Ce n'était pas le bruit de quelqu'un qui arrive avec l'énergie quotidienne d'une fin de journée de travail. C'était le bruit de quelqu'un qui est entré dans un endroit à la recherche de quelque chose qu'il ne sait pas exactement comment trouver. Je suis sorti du bureau. Carolina était dans le couloir. Elle m'a regardé et, sur son visage, il y avait quelque chose que, en 11 ans de mariage, j'avais très rarement vu. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la confusion. Une confusion profonde, véritable. Le genre de confusion qui apparaît lorsque la réalité que l'on a construite pendant des années entre en collision frontale avec une réalité complètement différente, et que l'esprit ne sait pas encore laquelle des deux est vraie. Raphaël m'a appelé, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Il m'a appelé en premier. Elle m'a regardé encore un instant. Puis elle a demandé, d'une voix qui essayait de rester ferme mais qui avait une petite fêlure quelque part qu'elle ne pouvait pas tout à fait contrôler, l'appartement est à ton nom? Il est au nom d'une de mes sociétés, ai-je dit, ce qui revient au même. Et la voiture aussi. Et les pardons. Aussi. Chaque réponse venait avec le même calme, sans emphase, sans drame, comme quelqu'un confirmant des faits qui avaient toujours existé et sur lesquels on n'avait tout simplement pas posé de questions jusqu'à ce moment-là. Carolina est restée immobile dans le couloir, assimilant l'information, et j'ai pu voir le moment exact où la confusion a commencé à se transformer en compréhension. Pas la compréhension totale de tout ce qu'impliquait ce qu'elle venait d'entendre, mais la compréhension initiale. Celle qui vient en premier, celle qui dit que quelque chose que l'on pensait solide ne l'était pas. Depuis quand, a-t-elle finalement demandé? Depuis avant notre mariage, ai-je dit. Les structures existent depuis bien avant que je te rencontre. Autre silence, plus long. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? C'était la question que j'attendais. Pas avec une attente anxieuse, mais avec la patience de quelqu'un qui sait que certaines questions ne sont posées que lorsqu'il n'y a aucun moyen de les éviter. Je lui ai répondu avec la vérité. Simple, direct, sans fioriture. Tu n'as jamais demandé, Carolina. Elle s'est figée à cette phrase. Non pas parce que c'était une attaque, mais parce que c'était un miroir. Un miroir montrant 11 années au cours desquelles elle avait eu accès à tout, au cours desquelles l'information n'avait jamais été cachée, au cours desquelles les appels étaient passés avec la porte ouverte et les documents étaient sur la table. Et où le nom de Manuel était apparu dans des dizaines de conversations sans qu'elle ne ressente jamais la curiosité de demander ce que cela signifiait vraiment. Tu n'as jamais demandé. 5 mots, et dans ces 5 mots était contenue toute l'histoire de ce qui n'avait pas marché entre nous. Pas de la trahison, pas de la tromperie, mais quelque chose de plus silencieux et de plus définitif. Le désintérêt. La décision de ne pas regarder. La certitude arrogante qu'elle savait déjà tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur l'homme en face d'elle, et que ce qu'elle savait était suffisamment peu de choses pour ne pas mériter plus d'attention. Elle s'est retournée, a marché vers la chambre, et avant de fermer la porte, elle s'est arrêtée une seconde, le dos tourné, la main sur l'encadrement. Elle n'a rien dit, mais dans cette seconde, j'ai su que quelque chose s'était terminé d'une manière différente de ce qu'elle avait prévu. Je suis resté dans le couloir, j'ai écouté le bruit de la porte de la chambre se fermer, puis, étouffé mais reconnaissable, le bruit de son téléphone en train de composer un numéro. Antonia, bien sûr. Je suis retourné dans le bureau, je me suis assis et j'ai ouvert l'email de Manuel contenant les documents pour la nouvelle acquisition que nous avions décidé de finaliser ce week-end-là. La propriété résidentielle, 1 700 000 $. Tout était en ordre, tout était propre, tout était exactement là où il devait être. Je l'ai signé cet après-midi-là, le 3 avril. Antonia est arrivée le même après-midi. Je n'étais pas surpris. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Quand Carolina se retrouvait dans une situation qu'elle ne pouvait pas gérer seule, Antonia apparaissait. Il en avait toujours été ainsi. Elle était l'architecte silencieuse de nombreuses décisions de sa fille. La voix derrière les certitudes que Carolina prononçait comme étant les siennes. La femme qui, pendant des années, m'avait regardé de l'autre côté de la table de la salle à manger avec cette expression de supériorité tranquille qui, maintenant, quand j'ai entendu la sonnette et ouvert la porte,
avait été remplacée par quelque chose de complètement différent. Ce n'était pas la même expression que d'habitude. Il y avait quelque chose en dessous qu'elle essayait de contrôler et qu'elle ne contrôlait pas tout à fait. Une tension autour des yeux, une rigidité dans sa façon de tenir ses épaules. C'était l'expression de quelqu'un qui a reçu une nouvelle qui ne correspond pas au récit qu'il a construit pendant des années et qui n'a pas encore trouvé le moyen de concilier les deux choses. Je l'ai fait entrer. Je lui ai offert un café. Elle a refusé. Elle s'est assise dans le salon. Carolina y était déjà, assise sur le canapé avec son téléphone à la main, avec la même expression qu'elle avait eue dans le couloir, toujours de la confusion, mais maintenant mêlée à autre chose. Avec le début d'une colère qu'elle ne savait pas exactement où diriger, car la cible qu'elle avait eue clairement en vue pendant des mois s'était soudainement déplacée vers un endroit qu'elle n'avait pas anticipé. Je me suis assis en face d'elle. Pas sur un fauteuil latéral, mais directement devant elle, au centre du salon, dans mon appartement, dans mon espace, avec mon calme habituel. Antonia a été la première à parler. Bien sûr, Miguel, a-t-elle dit avec ce ton qui lui était propre, mélangeant autorité et contrôle dans des proportions soigneusement calculées. Carolina m'a raconté ce qui s'est passé, ce que Raphaël a trouvé. Elle a fait une brève pause. J'ai besoin que vous expliquiez comment il est possible que vous ayez structuré tout cela de cette manière sans en informer votre femme. Je l'ai regardé. J'ai pris un moment avant de répondre, non pas parce que j'avais besoin de réfléchir à la réponse, mais parce que ce moment de silence avait son propre poids et sa propre signification. Antonia, ai-je finalement dit, que voulez-vous exactement que je vous explique? Elle a froncé légèrement les sourcils. Que tout soit au nom de société. Que Carolina n'ait aucun accès légal à quoi que ce soit qu'elle pensait faire partie de sa vie. Ce que Carolina pensait faire partie de sa vie, ai-je dit calmement. Et ce qui faisait légalement partie de sa vie sont deux choses différentes. Le contrat de mariage que nous avons signé établit la séparation des biens. Son propre avocat l'a examiné. Elle a payé $2000 pour cet examen. Rien de ce qui existe aujourd'hui ne contredit ce contrat. Antonia m'a regardé un instant. Puis elle a dit quelque chose qui, dans d'autres circonstances, aurait pu avoir un effet sur moi. Mais à ce moment-là, dans cette pièce, cela n'a fait que confirmer qu'elle travaillait toujours avec la même fausse carte qu'elle utilisait depuis des années. Vous saviez exactement ce que vous faisiez, a-t-elle dit. Vous saviez que cela pourrait arriver un jour et vous vous êtes préparé à nous laisser sans rien. Le « nous » ne m'a pas échappé. Nous. Comme si elle faisait directement partie de l'équation. Comme si ces 11 années de visites dominicales et de commentaires soigneusement empoisonnés lui donnaient une sorte de droit sur ce qui était sur la table. Antonia, ai-je dit avec le même ton calme, je me suis préparé à protéger ce que j'ai construit. Je l'ai fait avant de rencontrer Carolina, et je l'ai fait en toute légalité. Si j'avais voulu le cacher, je n'aurais pas passé mes appels de travail dans la salle à manger avec la porte ouverte. Je n'aurais pas laissé mes documents sur la table. Je n'aurais pas mentionné Manuel dans des conversations que Carolina a entendues. J'ai fait une pause. Elle a eu 11 ans. Elle n'a jamais demandé. Carolina a levé les yeux de son téléphone, m'a regardé directement, et dans ses yeux il y avait quelque chose de nouveau. Ce n'était pas le regard de supériorité de ces dernières années. Ce n'était pas le regard distant de ces derniers mois. C'était un regard qui cherchait quelque chose, qui cherchait une faille, une incohérence, quelque chose qui lui permettrait de recadrer ce qu'elle voyait d'une manière plus gérable. Elle ne l'a pas trouvé. Combien vaut tout cela, a-t-elle demandé. Sa voix était calme, directe, sans son ton habituel. La question m'a pris légèrement par surprise. Non pas par son contenu, mais par sa franchise. C'était la question la plus honnête que Carolina m'ait posée depuis des années, peut-être dans toute notre relation. Je lui ai répondu avec la même franchise. L'ensemble du portefeuille, avec les évaluations actuelles, est proche de 9 millions. Le silence qui a suivi a été absolu. Pas le silence d'une pause dans une conversation. Le silence de deux personnes qui viennent d'entendre un chiffre qui reconfigure complètement la carte qu'elles avaient dans la tête. Antonia n'a pas bougé. Carolina non plus. Pendant un moment qui a duré plus longtemps que n'importe quel silence ne le devrait dans une conversation normale, aucune d'elles n'a dit un mot. C'est Antonia qui a parlé la première, et ce qu'elle a dit a confirmé quelque chose que je savais depuis longtemps, mais qui est devenu complètement explicite à ce moment-là. 9 millions. Sa voix avait perdu son ton d'autorité.
Elle avait quelque chose de plus proche de l'incrédulité. 9 millions, et vous n'avez jamais. Elle s'est arrêtée, s'est réorganisée. Et tout est structuré pour que Carolina ne puisse réclamer aucune part? Dans le cadre du contrat de mariage que vous avez signé, ai-je répondu, et des structures juridiques qui existent depuis avant le mariage. Correct. Antonia m'a regardé pendant un long moment. Et dans ce long moment, il s'est passé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas tout à fait, bien que j'aurais peut-être dû l'anticiper. J'ai vu l'instant exact où le récit qu'elle avait construit pendant des années sur qui j'étais s'est effondré. Pas de manière dramatique, pas avec un effondrement visible, mais de cette manière silencieuse et définitive dont s'effondrent les choses qui n'ont jamais eu de fondement solide. J'ai vu son esprit assimiler la distance entre l'homme qu'elle pensait avoir vu pendant 11 ans et l'homme qui était assis devant elle à ce moment-là. L'homme sans ambition. L'homme discret. L'homme qui gérait des petites choses. L'homme qui n'arriverait jamais au niveau de Carolina. 9 millions de dollars construits en silence. Construits sans public. Construits pendant qu'elle buvait du café dans ce même salon et le cataloguait comme la toile de fond de la vie de sa fille. Carolina s'est levée, a marché vers la fenêtre, le dos tourné, regardant dehors sans rien voir de réel, regardant ce point intermédiaire que les gens regardent quand ils traitent quelque chose qu'ils n'ont pas encore fini d'accepter. Puis elle a dit, sans se retourner, d'une voix qui avait une texture que je ne lui avais jamais entendue auparavant, « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, Miguel ?» Il n'y avait pas de colère dans la question. Pas à ce moment-là. Il y avait quelque chose de plus proche d'une incompréhension sincère, de la vraie question de quelqu'un qui essaie de comprendre quelque chose qui ne correspond à rien de ce qu'il pensait savoir. J'ai pris un moment, car cette question méritait une vraie réponse. Pas une réponse stratégique, pas une réponse calculée, une réponse vraie. Parce que j'attendais que tu demandes, ai-je dit. Pendant 11 ans, j'ai attendu que ta curiosité soit plus grande que ta certitude de savoir déjà tout ce qu'il y avait à savoir sur moi. J'ai attendu que tu t'assoies et que tu me demandes avec un véritable intérêt ce que je faisais. Non pas pour t'impressionner. Non pas pour que tu m'estimes différemment, mais parce que c'est ce que font les personnes qui partagent une vie. Ils se posent des questions. Ils se regardent vraiment. Carolina ne s'est pas retournée. Elle a continué à regarder par la fenêtre. Et quand j'ai compris que cette question n'allait jamais venir, j'ai continué. J'ai cessé d'attendre. Pas avec amertume. J'ai juste cessé d'attendre. Antonia n'a rien dit. C'était la première fois en 11 ans qu'Antonia n'avait rien à dire dans une pièce où j'étais présent. Et son silence avait un poids qu'aucun de ses mots précédents n'avait jamais eu. Je me suis levé, je suis allé dans le bureau, j'ai cherché le dossier que j'avais préparé avec Francisco la semaine précédente. Je suis revenu dans le salon et je l'ai posé sur la table basse. Elles l'ont toutes les deux regardé. Voici les documents dont Raphaël aura besoin pour confirmer tout ce qu'il a déjà trouvé, ai-je dit. Acte de propriété, registre d'entreprise, historique des structures, date de constitution, tout est en ordre, tout est transparent. Francisco est à disposition pour toute consultation juridique que votre avocat aurait besoin de faire. Antonia a regardé le dossier, puis m'a regardé, et dans son regard, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu en 11 ans. Ce n'était pas exactement du respect. C'était la reconnaissance involontaire de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il a passé 11 ans à regarder dans la mauvaise direction. Et maintenant, a dit Carolina depuis la fenêtre, toujours de dos. Maintenant, ai-je dit, nous suivons chacun notre propre chemin. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Elle s'est finalement retournée, m'a regardé, et à ce moment-là, dans ce regard, il y avait 11 années compressées en une seconde. Toutes les salles à manger, tous les silences, toutes les phrases prononcées à voix basse qui ne m'étaient pas destinées, mais qui m'étaient parvenues avec une parfaite clarté. Tout était là dans cette seconde, et nous le savions tous les deux. Je n'ai rien dit de plus. J'ai pris mon café sur la table, froid pour la 3e fois de la journée, et je suis retourné dans le bureau. J'ai laissé la porte ouverte. Il m'a fallu exactement 3 jours pour emballer ce qui était à moi. Non pas parce que j'avais beaucoup de choses à emballer. Au contraire, la plupart des choses qui remplissaient cet appartement n'étaient pas à moi, au sens où l'on considère que les choses qui comptent vous appartiennent. C'étaient des objets, des meubles, des décorations que Carolina avait choisies avec la même précision avec laquelle elle choisissait tout ce qui touchait à l'image qu'elle voulait projeter. Beau, cher, complètement impersonnel pour moi. Ce qui était vraiment à moi tenait dans 2 valises et un carton, des livres,
quelques documents que je gardais dans le bureau, une photographie que j'avais depuis avant de rencontrer Carolina, une photo de Manuel et moi le jour où nous avions signé notre première acquisition majeure. Deux jeunes hommes devant un bâtiment qui, à l'époque, semblait immense, et qui, au fil des ans, s'était avéré n'être que le début. Mon ordinateur. Mon agenda en cuir que Francisco m'avait offert il y a plus d'une décennie et qui avait survécu intact à tout ce qui s'était passé pendant ces années. 2 valises et un carton. Carolina était à la maison pendant ces 3 jours, mais nous évoluions sur des orbites séparées. Comme 2 planètes qui partagent le même système, mais dont la trajectoire commune a divergé depuis longtemps. Parfois, nous nous croisions dans le couloir ou la cuisine, et il y avait un bref moment de contact visuel qu'aucun de nous ne prolongeait. Il n'y avait aucune hostilité, aucune tension dramatique. Il y avait quelque chose qui ressemblait davantage à la véritable fin des choses, qui ressemble rarement à ce que l'on imagine, et qui a presque toujours cette étrange texture du quotidien mêlée à l'irréversible. Le 2e jour, alors que je finissais d'organiser les documents dans le bureau, Carolina est apparue à la porte. Elle est restée dans l'embrasure sans entrer, les bras croisés sur la poitrine, dans cette posture qui n'était pas défensive mais plutôt contenante, comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose qui risquait autrement de s'échapper. Elle m'a regardé travailler pendant un moment, puis elle a dit « Où vas-tu aller ?»« J'ai un appartement », ai-je répondu sans lever les yeux des documents. Il est vide depuis un moment. Il faisait partie d'une des propriétés du portefeuille que nous n'avions pas encore loué. Il y a eu une pause. Combien de propriétés as-tu au total ? C'était la 2e question sincère qu'elle me posait en 2 jours. Après 11 ans, les vraies questions étaient arrivées quand elle ne changeait plus rien. Suffisamment, ai-je dit. Je ne l'ai pas dit par cruauté. Je l'ai dit parce que c'était la réponse la plus honnête. Le nombre exact n'était plus une information qui appartenait à notre conversation. C'était une information qui appartenait à ce qui venait ensuite, à la vie qui continuerait quand ces 2 valises et ce carton franchiraient la porte de l'appartement. Carolina a hoché la tête lentement. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle est restée un moment de plus dans l'embrasure de la porte, puis elle est partie sans rien dire d'autre. Et dans ce silence final, il y avait quelque chose qu'aucun de nous n'avait besoin de formuler avec des mots, car cela avait déjà été dit. Non pas avec des phrases, mais avec 11 années d'une histoire qui était arrivée exactement là où elle devait arriver. Le 3e jour, un vendredi matin. J'ai fini de faire mes bagages. J'ai mis les 2 valises à côté du carton dans le couloir. J'ai fait un dernier tour de l'appartement, pas par nostalgie, mais pour la même raison que l'on vérifie un endroit avant de le quitter, pour s'assurer de ne rien oublier d'important. Il n'y avait rien d'important à oublier. Tout ce qui comptait était dans ces 2 valises et ce carton. Et 11 ans de choix qu'aucun objet ne pouvait contenir. Carolina était dans le salon quand je suis passé pour prendre mes affaires. Elle était assise, son café à la main, regardant par la fenêtre. La même fenêtre par laquelle elle avait regardé sans rien voir de réel le jour où Raphaël l'avait appelée d'une voix tremblante. Je me suis arrêté un instant. Les documents pour la procédure légale sont tous avec Francisco, ai-je dit. Raphaël a ses coordonnées. Il n'y aura aucune complication de mon côté. Faisons en sorte que ce soit aussi propre que possible. Elle m'a regardé. Pourquoi, a-t-elle demandé. Et ce n'était pas une question sur les documents. C'était une question plus vaste. Une question sur tout. J'ai pris un véritable instant avant de répondre. Parce que je n'ai jamais voulu te détruire, Carolina. Je n'ai jamais voulu t'humilier ou te laisser sans rien par vengeance. Ce que j'ai construit, je l'ai construit pour moi. Pas contre toi. Et ce qui se passe maintenant n'est pas une punition. C'est simplement la conséquence de 11 années au cours desquelles nous avons chacun vécu dans notre propre réalité, sans qu'aucun de nous ne trouve le chemin vers celle de l'autre. Elle m'a regardé pendant un long moment. Ses yeux avaient quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je ne sais pas si c'était exactement des regrets. Peut-être que c'était quelque chose qui ressemblait davantage à la reconnaissance tardive de quelque chose qui, lorsqu'il était disponible, n'a pas été saisi, et qui maintenant, hors de portée, était vu avec une clarté qu'il n'avait pas eue auparavant. Je n'ai rien ajouté d'autre. J'ai pris les valises, j'ai pris le carton sous mon bras et j'ai marché vers la porte. Avant de l'ouvrir, sans me retourner, j'ai dit « Prends soin de toi, Carolina ». Elle n'a pas répondu. J'ai ouvert la porte et je suis sorti.
Le couloir de l'immeuble avait cette lumière du vendredi matin qui m'avait toujours semblé particulière. Une lumière qui a quelque chose d'un commencement, même quand on quitte quelque chose qui se termine. Je suis descendu par l'ascenseur avec mes 2 valises et mon carton. Je suis sorti dans le hall. J'ai franchi la porte principale pour rejoindre la rue. Manuel m'attendait dehors, appuyé contre sa voiture, les mains dans les poches. Avec son expression habituelle, qui ne changeait pas beaucoup peu importe ce qui se passait. Il m'a vu sortir, s'est redressé, s'est approché, a pris une des valises sans que je le lui demande, et n'a rien dit pendant un moment. Nous avons simplement marché jusqu'à la voiture ensemble. Pendant que nous mettions les affaires dans le coffre, il a dit « Comment vas-tu » J'y ai réfléchi, pas pour la forme, sincèrement. Bien, ai-je dit, plus léger que je ne le pensais. Manuel a fermé le coffre, m'a regardé par-dessus le toit de la voiture. Et maintenant ? Maintenant, ai-je dit, nous concluons l'acquisition de la propriété résidentielle, nous examinons les chiffres du bâtiment commercial pour le trimestre prochain, et nous continuons. Il a hoché la tête, et monté dans la voiture. Moi aussi. Alors que nous nous éloignions dans la rue, j'ai regardé par la fenêtre passager le bâtiment où j'avais vécu pendant 11 ans. Sans mélancolie, sans colère, avec le même calme avec lequel j'avais regardé tout ce qui s'était passé pendant cette période. C'était un bâtiment, un actif immobilier bien situé dans un quartier qui s'était considérablement apprécié depuis que je l'avais acquis. À l'intérieur, dans cet appartement, il y avait une femme qui traitait le poids de quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu voir. Et ce n'était plus ma responsabilité. Ma responsabilité avait toujours été ailleurs. Dans les documents signés à temps, dans les structures construites avec précision, dans les décisions prises avec des informations complètes plutôt qu'avec des hypothèses confortables, dans le fait d'avoir été, tout au long de cette période, exactement ce que j'étais. Sans demander à personne de le voir, sans avoir besoin que personne ne le confirme. C'est peut-être la leçon la plus silencieuse et la plus puissante de tout cela. Pas celle sur les documents légaux ou les structures d'entreprise. Ça, c'est juste la mécanique. La vraie leçon est tout autre. C'est que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce que les autres décident de voir. Elle réside dans ce que cette personne construit, que quelqu'un la regarde ou non. Et il y a une différence fondamentale entre ceux qui ont besoin d'être vus pour savoir qu'ils existent, et ceux qui construisent en silence. Parce que construire, c'est ce qu'ils sont, avec ou sans public. J'avais construit pendant 11 ans pendant que Caroline a décidé qu'il n'y avait rien à voir. Pendant qu'Antonia hochait la tête avec cette certitude qui s'est avérée être complètement vide. Pendant que Raphaël examinait des documents avec une voix qui ne pouvait s'empêcher de trembler parce que ce qu'il avait trouvé ne correspondait à aucun des scénarios qu'il avait anticipés. Personne ne m'avait demandé de construire. Personne ne m'avait applaudi pendant que je le faisais, et cela ne m'avait jamais arrêté. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance externe pour continuer. Et il y a des gens qui portent cette reconnaissance à l'intérieur, qui savent qui ils sont avec une certitude qui ne dépend de la confirmation de personne d'autre. Qui peuvent s'asseoir à une table où ils sont rabaissés, et continuer à être exactement ce qu'ils sont. Parce que leur identité ne réside pas dans l'opinion de ceux qui les regardent, mais dans la solidité de ce qu'ils ont construit. J'étais l'une de ces personnes. Je l'avais toujours été. La voiture a tourné au coin de la rue et le bâtiment a disparu de ma vue. Manuel a mis de la musique douce, quelque chose d'instrumental, sans parole, sans drame. La ville continuait son rythme à l'extérieur, indifférente, constante, complètement ignorante de ce qui s'était passé dans cet appartement au cours des derniers jours. J'ai dit à Manuel de s'arrêter dans un café que nous connaissions, un petit endroit où le café était bon, où personne ne nous connaissait, et où nous pourrions nous asseoir un instant avant que le reste de la journée ne commence. Il a tourné sans poser de questions. Il connaissait l'endroit. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre. Nous avons commandé 2 cafés. Dehors, les gens passaient dans le rade du vendredi. Avec leurs propres histoires, avec leurs propres fardeaux et leurs propres certitudes. Certaines correctes, et d'autres aussi fausses que celles de Carolina, même s'ils ne le savaient pas encore. Les cafés sont arrivés. J'ai bu le mien lentement. Il était parfait. Manuel m'a regardé de l'autre côté de la table. Tu sais ce qui me surprend le plus dans tout ça ? Quoi, ai-je demandé. Qu'en 11 ans, elle n'ait jamais demandé. J'ai hoché la tête lentement. Non. Et ça ne t'a pas blessé ? J'y ai réfléchi honnêtement. Au début, oui, ai-je dit.
Ensuite, c'est devenu une information, des données sur qui était la personne avec qui je partageais ma vie. Et les données, quand tu apprends à les lire sans émotion, te disent simplement quelle décision prendre. Manuel a bu son café, a regardé par la fenêtre, puis a dit quelque chose qui est resté avec moi pour le reste de la journée et que je porte encore en moi. Le silence des gens qui te sous-estiment, a-t-il dit, finit toujours par leur coûter plus cher qu'à toi. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Dehors, la ville continuait, et j'avais des documents à signer, des acquisitions à conclure, et une vie qui s'était construite en silence pendant de nombreuses années. Une vie qui, maintenant, pour la première fois depuis longtemps, avait exactement l'espace dont elle avait besoin pour continuer à grandir. Sans bruit, sans public, sans avoir besoin que quiconque la regarde pour savoir. Elle était réelle, exactement comme toujours.